Levez-vous. Pouvez-vous dire votre nom? Rudolf Franz Ferdinand Höss. Répétez après moi le serment suivant. Je jure par Dieu tout-puissant et omniscient que je dirai la pure vérité et que je ne cacherai ni n'ajouterai rien. Je jure par Dieu tout-puissant et omniscient que je dirai la pure vérité et que je ne cacherai ni n'ajouterai rien. Voulez-vous vous asseoir? Témoin, votre témoignage sera d'une grande importance. Vous êtes probablement la seule personne qui peut faire la lumière sur des faits encore inconnus et montrer qui a donné les ordres d'extermination des Juifs vivant en Europe, quels étaient ces ordres et jusqu'à quel point leur exécution était secrète. Docteur Kaufmann, veuillez poser des questions aux témoins. Vous avez été commandant du camp d'Auschwitz de 1940 à 1943. C'est exact. Pendant cette période, des centaines de milliers de personnes ont été exterminées là-bas. Est-ce vrai? C'est exact. Est-il vrai que vous n'aviez pas de registre précis du nombre de CS victimes parce qu'on vous interdisait de les tenir? Oui, c'est vrai. Est-il vrai qu'un seul homme, du nom d'Eichmann, tenait CS registre, étant responsable de l'organisation de ce cas et du rassemblement des gens? C'est exact. Est-il vrai qu'Eichmann vous a déclaré qu'au total, plus de 2 millions de Juifs ont été exterminés à Auschwitz? C'est exact. Hommes, femmes et enfants? Oui. Avez-vous participé à la guerre mondiale? C'est exact. En 1922, vous êtes-vous affilié au parti? C'est exact. Étiez-vous membre des SS? Depuis 1934. À la fin de 1934, êtes-vous allé au camp de concentration de Dachau? Combien de temps y êtes-vous resté? Jusqu'en 1938. Où avez-vous été depuis 1938? Quel poste avez-vous occupé? En 1938, je suis allé au camp de Sachsenhausen, où j'étais d'abord adjoint au commandant du camp, puis commandant du camp de détention préventive. Quand avez-vous été commandant du camp d'Auschwitz? J'ai été commandant du camp d'Auschwitz de mai 1940 jusqu'au 1er décembre 1943. Combien de prisonniers y avait-il à Auschwitz au moment de la plus grande occupation? Au maximum, il y avait environ 140 000 prisonniers et prisonnières à Auschwitz. Est-il vrai qu'en 1941, vous avez été invité à rencontrer Himmler à Berlin? Racontez-nous brièvement le contenu de votre conversation. Eh bien, durant l'été de 1941, j'ai été invité personnellement par le Reichsführer Himmler à Berlin. Je ne peux pas répéter textuellement ce qu'il m'a dit, mais le sens de ses paroles était le suivant. Le Führer a ordonné la solution finale de la question juive. Nous, c'est-à-dire les SS, devons exécuter cet ordre. Si nous ne le faisons pas maintenant, le peuple juif détruira plus tard le peuple allemand. Il a dit qu'il avait choisi Auschwitz parce que c'était l'emplacement le plus pratique en termes de transport des personnes par chemin de fer, et parce qu'il était facile d'établir des barrières dans cette zone. Lors de cette réunion, Himmler vous a-t-il dit que l'action planifiée était une affaire gouvernementale secrète? Oui, il a attiré mon attention sur ce point en particulier. Il m'a dit que je ne devais même pas en parler à mon supérieur immédiat, Glücks. Cette réunion ne concernait que nous deux, et je devais garder le silence absolu à ce sujet devant toutes les autres personnes. Quel poste occupait Glücks, que vous venez de mentionner? Le Gruppenführer Glücks était l'inspecteur des camps de concentration et dépendait directement du Reichsführer. Oui, cela signifie que la personne qui en sait quelque chose ne doit en parler à personne d'autre et qu'elle est responsable de sa vie pour que personne ne sache rien à ce sujet. Le titre « Affaire gouvernementale secrète » signifie-t-il que celui qui en sait quelque chose ne peut, en aucun cas, en parler sous peine de mettre sa vie en danger? Dites-moi, avez-vous déjà manqué à cette obligation qui vous avait été imposée en parlant à quelqu'un? Non, je n'en ai jamais parlé à personne jusqu'à la fin de 1942. Pourquoi donnez-vous cette date en particulier? En avez-vous parlé à quelqu'un après cela? À la fin de 1942, le Gauleiter de Haute-Silésie à l'époque attira l'attention de ma femme sur ce qui se faisait dans mon camp par ses commentaires. Plus tard, ma femme me demanda si c'était vrai, et je lui répondis par l'affirmative. C'est la seule violation de la promesse que j'avais faite au Reichsführer. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Quand avez-vous rencontré Eichmann? J'ai rencontré Eichmann environ 4 semaines après avoir reçu l'ordre du Reichsführer. Il est venu à Auschwitz pour discuter avec moi de la procédure à suivre pour exécuter cet ordre. Comme me l'a dit le Reichsführer lors de notre conversation, il avait donné des instructions à Eichmann pour qu'il en discute avec moi. Toutes les autres instructions, je les ai reçues de lui, d'Eichmann. Décrivez brièvement, est-il vrai que les camps d'Auschwitz étaient complètement isolés?
Quelles mesures ont été prises pour maintenir dans le plus strict secret l'exécution de la tâche qui vous avait été confiée? Le camp d'Auschwitz en tant que tel était situé à 3 kilomètres de la ville. Dans le district de Morgen, toute la population devait quitter son lieu de résidence. Seuls les hommes des SS pouvaient entrer dans toute cette zone. Les employés civils avaient des laissez-passer spéciaux. Le site d'origine du camp de Birkenau, qui a ensuite été transformé en camp d'extermination, se trouvait à 2 kilomètres d'Auschwitz. Les structures du camp utilisées au début étaient situées dans la forêt, bien camouflées et complètement invisibles de loin. De plus, la zone a été déclarée interdite, et même les membres des SS qui n'avaient pas de laissez-passer spéciaux ne pouvaient pas y entrer. Ainsi, personne d'autre que les personnes déjà mentionnées ne pouvait entrer dans la zone. Parfois des convois ferroviaires arrivaient. À quels intervalles arrivaient-ils et combien de personnes y avait-il environ dans chaque train à chaque fois? Avant 1944, les opérations en question étaient menées dans différents pays, à différents moments, donc nous ne pouvons pas parler d'un flux systématique de personnes vers le camp. Pendant environ 4 à 6 semaines, 3 convois arrivaient quotidiennement avec environ 2000 hommes chacun. Au début, les convois étaient transférés sur une voie secondaire à Birkenau. La locomotive à vapeur qui transportait ces convois faisait demi-tour. Les gardes qui accompagnaient les convois devaient quitter immédiatement la zone, et les prisonniers arrivés avec le convoi étaient reçus par les gardes du camp. 2 médecins des SS déterminaient alors leur capacité à travailler. Les prisonniers aptes étaient envoyés à Auschwitz ou à Birkenau. Les inaptes étaient d'abord conduits au baraquement temporaire mentionné plus tôt, puis au crématoire récemment construit. Vous avez déclaré lors d'une interview récente que j'ai eue avec vous qu'environ 60 hommes étaient affectés à la réception de CES convois et que ces 60 hommes étaient tenus au secret, de la manière décrite précédemment. Le confirmez-vous? C'est exact. Ces 60 hommes devaient toujours être prêts à diriger les prisonniers inaptes vers les structures construites. Eux, ainsi qu'une dizaine de cadres subalternes et de commandants, médecins et infirmiers, confirmaient plusieurs fois par écrit et verbalement leur obligation de garder le plus grand secret sur tout ce qui se passait dans le camp. Une personne extérieure qui aurait observé les convois arrivant pouvait-elle penser que les personnes à bord étaient destinées à l'extermination, ou cette possibilité était-elle faible en raison du grand nombre de convois qui arrivaient à Auschwitz, transportant des matériaux? C'est exact. L'observateur, qui n'avait pas pour objectif particulier d'observer les convois, ne pouvait pas se faire une idée générale, car il n'y avait pas seulement des convois avec de nouveaux prisonniers destinés au camp. Un grand nombre de convois quittèrent le camp avec des prisonniers en bonne santé ou pour des échanges. Les portes des wagons à bestiaux étaient hermétiquement fermées, de sorte qu'un observateur ne pouvait pas voir les personnes à l'intérieur. De plus, chaque jour, jusqu'à 100 wagons transportant des matériaux, de la nourriture, etc., arrivaient au camp. Et d'autre part, des produits militaires fabriqués dans les ateliers du camp en sortaient. Est-il vrai qu'à leur arrivée au camp, il était exigé des victimes qu'elles se déshabillent complètement et remettent leurs objets de valeur? Oui. Et ensuite, elles étaient immédiatement envoyées à l'endroit où la mort les attendait? Oui. Dites-moi, d'après votre expérience, ces personnes savaient-elles ce qui les attendait? Dans la plupart des cas, elles ne savaient rien. C'est-à-dire que des mesures étaient prises pour ne pas éveiller de doutes ou de soupçons quant à leur mort imminente. Par exemple, des avis étaient placés sur les portes et les murs, indiquant que les prisonniers devaient être désinsectisés ou désinfectés dans une salle de bain. Cela était annoncé aux prisonniers dans plusieurs langues, par d'autres prisonniers qui étaient arrivés avec les convois précédents et qui travaillaient comme manœuvre dans l'exécution de toute l'opération. La mort survenait entre 3 et 15 minutes, comme vous me l'avez dit précédemment, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Vous m'avez dit que les victimes perdaient connaissance avant de mourir? Oui. Comme j'ai pu l'établir à travers mes propres observations ou à travers les médecins, en fonction de la température et du nombre de personnes dans les chambres, le moment de l'apparition de l'inconscience ou de la mort variait beaucoup. Les gens perdaient connaissance en quelques secondes ou minutes. Vous avez une famille et des enfants vous-même. Vous êtes-vous déjà apitoyé sur ces victimes? Oui. Mais pourquoi avez-vous quand même exécuté ces ordres? Malgré tous les doutes que j'avais, le seul principe directeur était l'ordre impératif du Reichsführer Himmler et sa justification de cet ordre. Puis-je vous demander, Himmler a-t-il inspecté le camp et vu lui-même comment le processus d'extermination était mené?
Oui, bien sûr. En 1942, Himmler a visité le camp et a suivi une exécution du début à la fin. Peut-on en dire autant d'Eichmann? Eichmann était venu plusieurs fois à Auschwitz et il connaissait tout bien. L'accusé Kaltenbrunner a-t-il déjà inspecté le camp? Non, Avez-vous déjà discuté de votre tâche avec Kaltenbrunner? non, jamais. Je n'ai rencontré l'Obergruppenführer Kaltenbrunner qu'une seule fois. Quand cela s'est-il produit? Le lendemain de son anniversaire en 1944. Quel poste occupiez-vous en 1944? En 1944, j'étais chef du département E1 du principal département administratif et économique de Berlin. Mon département était l'ancienne inspection des camps de concentration d'Oranienburg. Et quel était le sujet de la réunion que vous venez de mentionner? Il s'agissait d'un rapport du camp de Mauthausen concernant les soi-disant personnes sans nom et leur utilisation dans l'industrie de l'armement. L'Obergruppenführer Kaltenbrunner devait prendre une décision à ce sujet. C'est pourquoi je suis allé le voir avec un rapport du commandant de Mauthausen. Mais il n'a pris aucune décision, disant qu'il le ferait plus tard. En CE qui concerne l'emplacement de Mauthausen, pourriez-vous me dire dans quel district se trouvait Mauthausen? Était-ce la Haute-Silésie ou le gouvernement général? Mauthausen? Auschwitz, je vous prie de m'excuser, je me suis trompé. Je parle d'Auschwitz. Auschwitz était situé dans l'ancien État polonais. Plus tard, après 1939, il a été inclus dans la province de Haute-Silésie. Ai-je raison de penser que l'administration et la restauration dans les camps de concentration étaient exclusivement sous le contrôle de l'Office principal de l'administration et de l'économie? Oui, Un département totalement séparé du Reichssicherheitshauptamt? bien sûr. Et de 1943 jusqu'à la fin de la guerre, vous étiez l'un des chefs de l'inspection du département administratif et économique? Oui, c'est une bonne observation. Cela signifie-t-il que vous êtes particulièrement bien informé de tout ce qui s'est passé dans les camps de concentration concernant le traitement et les méthodes utilisées? Oui. Je vous demande donc en premier lieu, saviez-vous comment les prisonniers étaient traités? Étiez-vous au courant qu'ils étaient torturés et maltraités? Veuillez formuler votre déclaration en fonction des périodes avant et après 1939. Avant le déclenchement de la guerre en 1939, la situation dans les camps concernant la nourriture, le logement et le traitement des prisonniers était exactement la même que dans n'importe quelle autre prison ou institution pénale du Reich. Les prisonniers étaient traités avec dureté, mais il n'était pas question de coups ou de mauvais traitements systématiques. Le Reichsführer ordonnait souvent que tout membre des SS qui portait la main sur un prisonnier soit puni, et à plusieurs reprises, des hommes des SS qui maltraitaient des prisonniers furent punis. La nourriture et le logement étaient alors les mêmes que pour les détenus de l'administration de la justice. Vivre dans les camps durant ces années était également normal, car le flux massif du début de la guerre, puis pendant la guerre, ne s'était pas encore produit. Lorsque la guerre a commencé et que les masses d'internés politiques sont arrivées, puis plus tard, lorsque les prisonniers membres des mouvements de résistance arrivaient des territoires occupés, la construction de bâtiments et l'extension des camps ne pouvaient pas suivre le rythme du nombre de prisonniers arrivants. Pendant les premières années de la guerre, ce problème a pu être surmonté par l'improvisation. Mais plus tard, en raison des besoins de la guerre, cela n'était plus possible car nous ne disposions presque plus de matériaux de construction. De plus, les rations des prisonniers étaient réduites encore et encore par les administrations locales. Cela a conduit à une situation où les prisonniers des camps n'avaient plus la force de résister aux épidémies qui augmentaient progressivement. La principale raison pour laquelle les prisonniers étaient dans un état si mauvais à la fin de la guerre, et pourquoi tant d'entre eux étaient malades et émaciés dans les camps, était que chaque prisonnier devait travailler dans l'industrie de l'armement jusqu'à l'épuisement total. Le Reichsführer avait cet objectif constamment à l'esprit et le communiquait également par l'intermédiaire de l'Obergruppenführer Paul au commandant des camps de concentration et à la direction administrative lors des soi-disant réunions de commandants. Chaque commandant devait faire tous les efforts pour y parvenir. L'objectif n'était pas de tuer le plus grand nombre possible de prisonniers ou de les détruire en masse, mais le Reichsführer se préoccupait constamment de la capacité d'utiliser toutes les forces disponibles dans l'industrie de l'armement. Il ne fait aucun doute que plus la guerre durait, plus grand était le nombre de prisonniers torturés et maltraités. Chaque fois que vous avez inspecté des camps de concentration,
N'avez-vous rien appris de cette situation, ou ces faits étaient-ils la conséquence de plaintes, ou pensez-vous que les conditions décrites étaient plus ou moins exagérées? Ces soi-disant mauvais traitements et tortures dans les camps de concentration, des histoires qui se sont ensuite répandues partout parmi les gens dont les prisonniers avaient été libérés par les armées d'occupation, n'étaient pas, comme on le suppose, systématiques, mais des excès de certains dirigeants, subordonnés et personnes ayant autorité sur les prisonniers. Voulez-vous dire que vous n'avez jamais creusé ces questions? Si un tel cas venait à être découvert, le coupable était, bien sûr, immédiatement démis de ses fonctions ou transféré ailleurs. Donc même s'il n'était pas puni faute de preuves suffisantes pour prouver sa culpabilité, il était tout de même éloigné des prisonniers et assigné à un autre poste. À quoi attribuez-vous les conditions particulièrement mauvaises et honteuses que les forces alliées ont établies et qui ont été dans une certaine mesure photographiées et filmées? La situation catastrophique à la fin de la guerre était que, suite à la destruction du réseau ferroviaire et au bombardement constant des usines industrielles, il n'était plus possible d'assurer le ravitaillement de cette masse de personnes. Je pense à Auschwitz avec ses 140 000 prisonniers. Les mesures improvisées, les convois de camions et tout ce que les commandants essayaient pour améliorer un peu la situation n'avaient plus d'effet. Le nombre de malades a commencé à augmenter. Il n'y avait pas de médicaments, les épidémies faisaient des ravages partout. Les prisonniers aptes au travail étaient utilisés encore et encore. Par ordre du maréchal du Reich, même les semi-malades devaient être utilisés autant que possible dans l'industrie. En conséquence, tous les espaces des camps de concentration pouvant être utilisés comme logements étaient remplis de prisonniers malades et mourants. Je vous demande maintenant de regarder la carte derrière vous. Les points rouges représentent les camps de concentration. Tout d'abord, combien de camps de concentration existait-il à la fin de la guerre? Il y avait 13 camps de concentration supplémentaires à la fin de la guerre. Tous les autres points marqués sur la carte représentent les soi-disant camps de travail annexés à l'industrie de l'armement qui s'y trouvaient. Les camps de concentration, dont il y en avait 13 comme je l'ai dit, étaient le centre et le point central d'une zone, comme le camp de Dachau en Bavière ou le camp de Mauthausen en Autriche, et tous les camps de travail de cette zone étaient subordonnés aux camps de concentration. Ce camp devait fournir ses camps extérieurs, c'est-à-dire qu'il devait leur fournir de la main-d'œuvre, en échange de prisonniers malades et de provisions de vêtements. Les gardes étaient également fournis par le camp de concentration. À partir de 1944, l'approvisionnement en nourriture était presque exclusivement pris en charge par les différentes entreprises d'armement, afin de fournir des rations supplémentaires aux prisonniers. Que savez-vous des soi-disant expériences médicales sur des prisonniers vivants? Des expériences médicales ont été menées dans plusieurs camps. À Auschwitz, les expériences de stérilisation ont été menées par le professeur Klauber et le docteur Schumann, et des expériences sur les jumeaux par le docteur Mengele, des SS. Connaissez-vous le docteur Röscher? À Dachau, il y avait un médecin de la force aérienne, Racher, qui faisait des expériences sur des prisonniers condamnés à mort pour déterminer la résistance du corps humain dans des chambres de décompression et à basse température. Savez-vous dans quelle mesure ce type d'expérience était connu par d'autres personnes dans le camp? Bien sûr, ces expériences, comme tout le reste, étaient menées comme des affaires d'État secrètes. Mais il était inévitable que ces expériences, qui étaient menées dans un camp si grand et que les prisonniers eux-mêmes devaient observer d'une manière ou d'une autre, soient connues. Je ne sais pas jusqu'à quel point elles étaient connues en dehors du camp. Vous m'avez expliqué que des ordres d'exécution arrivaient au camp d'Auschwitz, et vous m'avez dit qu'avant que la guerre ne commence, il y avait peu d'ordres de ce genre, mais qu'ensuite ils sont devenus nombreux. Est-ce vrai? Oui. Il y avait à peine des exécutions avant la guerre, seulement dans des cas très graves. Je me souviens d'un cas à Buchenwald où un homme des SS a été attaqué et battu à mort par des prisonniers, et les prisonniers ont ensuite été pendus. Mais pendant la guerre, et vous l'admettez, le nombre d'exécutions a augmenté, et pas peu. Cela a commencé avec le début de la guerre. La base de COS ordre d'exécution était-elle dans de nombreux CAS la sentence légale des tribunaux allemands? Non. Les ordres d'exécution exécutés dans les camps provenaient du Reichssicherheitshauptamt. Qui signait les ordres d'exécution que vous receviez? Est-il vrai qu'entre-temps vous receviez des ordres d'exécution signés Kaltenbrunner et qu'il ne s'agissait pas d'originaux, mais de téléscripteurs signés ainsi en majuscules? C'est exact.
Les originaux des ordres d'exécution n'arrivaient jamais au camp. Les originaux de ces ordres parvenaient soit à l'inspection des camps de concentration, d'où ils étaient transmis par téléscripteur aux camps concernés, soit, dans les cas urgents, la Reichssicherheitshauptamt envoyait les ordres directement aux camps concernés et l'inspection en était informée plus tard, de sorte que les signatures dans les camps étaient toujours sur le téléscripteur. Ainsi, pour clarifier les signatures, vous direz au tribunal que la grande majorité des ordres d'exécution portaient la signature de Himmler ou de Müller dans les années précédant la guerre et jusqu'à la fin de celle-ci. Seuls quelques téléscripteurs que j'ai vus provenaient du Reichsführer, et encore moins de l'accusé Kaltenbrunner. La plupart d'entre eux, je peux vous dire que presque tous étaient signés Müller. Est-ce ce Müller dont vous parliez constamment à propos de CS questions, comme vous l'avez dit plus tôt? Le Gruppenführer Müller était le chef du département 4 de la Reichssicherheitshauptamt. Il devait négocier avec l'inspection tous les sujets concernant les camps de concentration. Diriez-vous que vous êtes allé rencontrer le chef de la Gestapo Müller parce que, en raison de votre expérience, vous pensiez que cet homme, compte tenu de ses années d'activité, agissait en toute indépendance? C'est exact. Je devais négocier toutes les questions relatives aux camps de concentration avec le Gruppenführer Müller. Il aurait été informé de toutes ces questions et, dans la plupart des cas, aurait pris une décision immédiate. Eh bien, pour y voir clair, avez-vous jamais négocié ces questions avec l'accusé? Non. Saviez-vous que vers la fin de la guerre, les camps de concentration ont été évacués? Et si oui, qui a donné les ordres? Je m'explique. Initialement, il y avait un ordre du Reichsführer stipulant que les camps, en cas d'approche ennemie ou d'attaques aériennes, devaient être remis à l'ennemi. Plus tard, en raison du cas de Buchenwald, qui avait été rapporté au Führer, il y a eu... Non, au début de 1945, lorsque les différents camps se trouvaient dans la zone d'opération de l'ennemi, cet ordre a été annulé. Le Reichsführer a ordonné au haut commandement des SS et de la police, qui étaient en charge de la sécurité et de la tranquillité des camps en cas d'urgence, de décider eux-mêmes si l'évacuation ou la reddition était appropriée. Auschwitz et Gross-Rosen ont été évacués. Buchenwald devait être évacué, mais ensuite le Reichsführer a ordonné qu'aucun camp ne soit évacué. Seuls les prisonniers importants et ceux qui ne devaient en aucun cas tomber entre les mains des Alliés devaient être transférés dans d'autres camps. Cela s'est également produit dans le cas de Buchenwald. Après l'occupation de Buchenwald, le Führer a été informé que les prisonniers s'étaient armés et avaient pillé la ville de Weimar. Cela a conduit le Führer à donner à Himmler l'ordre le plus strict pour qu'à l'avenir, aucun camp ne tombe entre les mains de l'ennemi et qu'aucun prisonnier capable de marcher ne reste dans aucun camp. Cela s'est produit juste avant la fin de la guerre et bientôt le nord et le sud de l'Allemagne ont été coupés. Je vais parler du camp de Sachsenhausen. Le chef de la Gestapo, le Gruppenführer Müller, m'a appelé dans la nuit et m'a dit que le Reichsführer avait ordonné l'évacuation immédiate du camp de Sachsenhausen. J'ai expliqué au Gruppenführer Müller ce que cela signifiait. Sachsenhausen ne pouvait plus être déplacé vers un autre camp, sauf vers quelques camps de travail annexés à l'industrie de l'armement, qui étaient déjà presque pleins. La plupart des prisonniers devraient être cachés quelque part dans les forêts. Cela signifierait des milliers de morts, et surtout, il serait impossible de nourrir une telle masse de gens. Il m'a promis qu'il discuterait à nouveau de ces mesures avec le Reichsführer. Il m'a rappelé et m'a dit que le Reichsführer avait refusé et exigeait que les commandants exécutent immédiatement ses ordres. En même temps, Ravensbrück devait également être évacué de la même manière, mais cela n'a plus pu être fait. Je ne sais pas dans quelle mesure les camps du sud de l'Allemagne ont été libérés, car nous, le corps d'inspection, n'avions plus aucun lien avec le sud de l'Allemagne. Il est allégué ici, et c'est ma dernière question, que l'accusé Kaltenbrunner a donné l'ordre de détruire Dachau et les 2 camps auxiliaires par bombardement et empoisonnement. Je vous demande si vous en avez entendu parler, et dans le cas contraire, si vous considérez qu'un tel ordre est possible. Je n'en ai jamais entendu parler, et je ne sais rien d'un ordre d'évacuer un camp dans le sud de l'Allemagne, comme je l'ai déjà dit. En dehors de cela, il me semble tout à fait impossible qu'un camp ait pu être détruit par cette méthode. Je n'ai pas d'autres questions. L'un des avocats de la défense souhaite-t-il poser une question? Témoin, la police d'État, en tant qu'organe du Reich, avait-elle quelque chose à voir avec l'extermination des Juifs à Auschwitz? Oui,
dans la mesure où j'ai reçu tous mes ordres pour cette action de l'Obersturmbannführer Eichmann. L'administration des camps de concentration était-elle sous le contrôle de l'Office d'administration générale? Oui. Vous avez déjà dit que vous n'aviez rien à voir avec la Reichssicherheitshauptamt. Non. Par conséquent, pourriez-vous indiquer que la Gestapo en tant que telle n'avait rien à voir avec l'administration des camps, ni avec l'hébergement, la nourriture et le traitement des prisonniers, mais que cela relevait exclusivement de la compétence de l'office administratif principal? Oui, c'est absolument correct. Comment expliquez-vous alors que, malgré cela, vous ayez discuté avec Müller de diverses questions concernant les camps de concentration? La Reichssicherheitshauptamt, ou plutôt le Bureau 4, avait le pouvoir exécutif de gérer tous les prisonniers des camps, la classification en premier, deuxième, troisième niveau, et aussi les punitions qui devaient être exécutées par la Reichssicherheitshauptamt. Les exécutions, l'hébergement des prisonniers spéciaux et toutes les questions qui pouvaient en découler étaient également gérées par la Reichssicherheitshauptamt ou le Bureau 4. Quand cet office d'administration générale a-t-il été créé? L'Office d'administration générale a existé depuis 1933 sous différents noms. L'inspection des camps de concentration, cependant, n'a été subordonnée à cet Office d'administration générale qu'à partir de 1941. Donc ces camps de concentration étaient, depuis le début, sous le contrôle de l'Office d'administration générale, c'est-à-dire des SS, et non de la police d'État. Oui. Vous avez mentionné récemment le nom du docteur Rascher. Connaissez-vous personnellement ce docteur? Oui. Savez-vous que le docteur Rascher est devenu membre des SS avant de commencer son travail à Dachau? Non, je ne sais rien de cela. Je sais seulement que plus tard, je l'ai vu en uniforme de médecin de l'armée de l'air. Plus tard, il a apparemment été intégré au SS, mais je ne l'ai plus revu. Je n'ai plus de questions. Merci beaucoup. Témoin. Au début de votre interrogatoire, vous avez déclaré que lorsque vous avez comparu devant le Reichsführer Himmler, il vous a dit que l'exécution de cet ordre du Führer devait être confiée au SS, et que les SS avaient reçu l'ordre de le faire. Que doit-on comprendre par le terme générique SS? D'après l'explication du Reichsführer, cela ne pouvait concerner que les gardes des camps de concentration. Selon la nature de l'ordre, seul le personnel des camps de concentration, et non les Waffen-SS, était chargé de l'exécution de cette tâche. Combien de membres des SS ont été envoyés dans les camps de concentration et à quelles unités appartenaient-ils? Vers la fin de la guerre, il y avait environ 35 000 hommes des SS, et j'estime qu'environ 10 000 hommes de l'armée, de l'aviation et de la marine étaient affectés aux camps de travail pour des tâches de garde. Quelles étaient les tâches de ces gardes? D'après ce que je sais, les tâches étaient différentes. Premièrement, il y avait la surveillance directe, puis il y avait un certain travail administratif dans le camp. Oui, c'est exact. Combien de gardes y avait-il à l'intérieur des camps pour, disons, 1000 prisonniers? On ne peut pas faire cette estimation. Selon mes observations, environ 10% du personnel total de garde était utilisé pour des tâches internes, c'est-à-dire l'administration et la supervision des prisonniers du camp, y compris le personnel médical du camp. Ainsi, 90% du personnel était utilisé pour la surveillance externe, c'est-à-dire pour surveiller le camp depuis les tours de guet et escorter les prisonniers au travail. Oui. Avez-vous observé s'il y avait plus ou moins de mauvais traitements infligés aux prisonniers de la part de ces gardes, ou si les mauvais traitements venaient principalement des soi-disant capos? Si des mauvais traitements ont été infligés par les gardes, je n'en ai personnellement observé aucun, cela n'a été possible qu'à très petite échelle, car tous les départements responsables du camp veillaient à ce que le moins possible de membres des SS aient un contact direct avec les prisonniers, car au fil des années, le personnel des gardes s'était tellement détérioré qu'il n'était plus possible de maintenir les normes précédemment exigées. Nous avions des milliers de gardes qui parlaient à peine l'allemand, qui venaient de tous les coins du monde comme volontaires et rejoignaient ces unités, où nous avions des personnes âgées de 50 à 60 ans, qui n'avaient aucun intérêt pour leur travail, de sorte que le commandant du camp devait constamment veiller à ce que ces personnes respectent les exigences les plus faibles de leurs devoirs. Il y avait évidemment des éléments parmi eux qui maltraitèrent les prisonniers, mais ces mauvais traitements n'étaient pas tolérés. De plus, il était impossible que les SS supervisent seuls une telle masse de gens au travail ou dans le camp. C'est pourquoi les prisonniers étaient, là où ils le pouvaient, chargés de superviser d'autres prisonniers et de les faire travailler. L'administration interne du camp était presque entièrement entre leurs mains. Bien sûr, il y avait beaucoup de mauvais traitements qui ne pouvaient pas être évités, car il y avait à peine des membres des SS dans le camp la nuit.
Ce n'est que lors d'occasions spéciales que les SS étaient autorisés à entrer dans le camp. Donc les prisonniers étaient plus ou moins abandonnés à ces capots. Vous avez déjà mentionné les règles qui existaient pour les gardes, mais il y avait aussi un régime dans chaque camp. Dans un tel camp, bien sûr, l'ordre prévoyait des punitions pour les prisonniers qui violaient le régime du camp. Tout d'abord, il y avait un transfert à une compagnie disciplinaire, c'est-à-dire un travail plus difficile et un logement limité, puis une arrestation dans le bloc des prisonniers, une arrestation dans une cellule sans lumière, dans les cas les plus graves, des chaînes ou des coups de fouet. La flagellation a été interdite par le Reichsführer en 1942 ou 1943. Je ne peux pas dire exactement quand. Ensuite, il y avait la punition de rester debout à la porte du camp pendant un certain temps. Et enfin, les châtiments corporels. Cependant, aucun commandant ne pouvait ordonner cette punition corporelle de son propre chef. Il ne pouvait que la demander. Dans le cas des hommes, la décision revenait à l'inspecteur du camp de concentration, le Gruppenführer Schmidt. Dans le cas des femmes, le Reichsführer laissait entièrement la décision entre ses mains. Vous savez peut-être que pour les membres des SS, il y avait également 2 camps disciplinaires, parfois aussi appelés camps de concentration, à savoir Dachau et Danzig-Matzkau. Correct. Le régime existant dans ces camps et le traitement des membres des SS qui y étaient internés différait-il de ceux des autres camps de concentration? Oui, ces 2 camps n'étaient pas sous la juridiction de l'inspection des camps de concentration, mais sous celle du tribunal des SS et de la police. Je n'ai ni inspecté ni vu personnellement ces 2 camps. Donc vous ne savez rien du régime de ces camps? Je ne sais rien de cela. Je n'ai plus de questions pour le témoin. J'ai une question que je voudrais poser à la haute cour. Le deuxième avocat de la défense a demandé à la SS. Est-il permis au deuxième avocat de la défense de poser quelques questions? Il y a longtemps que le tribunal a déterminé que seul un avocat de la défense pouvait être entendu. Témoin, vous avez dit maintenant que des membres de la marine ont été envoyés dans des camps de concentration. Oui, S'agissait-il de camps de concentration ou de camps de travail? il s'agissait de camps de travail. Des baraquements du camp de travail de production d'armes? Oui, s'ils se trouvaient dans les usines elles-mêmes. On m'a informé que les soldats affectés à la garde des camps de travail étaient confiés aux SS. Cela est vrai seulement en partie. Certaines de ces personnes, je ne me souviens plus du nombre, ont été intégrées aux SS. Certaines ont été renvoyées à leur unité d'origine, ou échangées. Il y avait des échanges tout le temps. Merci. Avec la permission du tribunal, je voudrais d'abord présenter, au nom de nos alliés britanniques, une série de données relatives aux Waffen-SS, sans les rendre publiques. Il s'agit simplement d'informations statistiques relatives au nombre de gardes des Waffen-SS utilisés dans les camps de concentration. Je demande que les documents D7-145, AB, D7-146, AAB, D7-147, 48, 49 et 50, dont l'un est la déclaration de ce témoin, soient présentés au témoin. Témoin, avez-vous fait une déclaration D749 qui vous a été remise? Oui, Et vous êtes familier avec le contenu des autres? oui, Et vous témoignez que ces chiffres sont exacts et corrects? oui, très bien. Ce seront les copies numéro USA 810. Un haut responsable ou un fonctionnaire nazi a-t-il visité de temps à autre le camp de concentration de Mauthausen ou de Dachau pendant que vous y étiez? Oui. Auriez-vous l'amabilité de donner au tribunal les noms de ces personnes? Je me souviens qu'en 1935, tous les Gauleiter ont inspecté Dachau sur ordre du Reichsführer Himmler. Je ne me souviens pas de leurs noms individuellement. Vous souvenez-vous également si un ministre a visité CS camp pendant que vous y étiez? Vous parlez de l'inspection de 1935? À tout moment pendant que vous étiez dans ces camps de concentration. En 1938, le ministre Frick était venu à Sachsenhausen avec le Regierungspräsident. Vous souvenez-vous d'un autre ministre qui y était à un moment donné? Pas à Sachsenhausen, mais à Auschwitz, le ministre de la Justice. Qui était-ce? Tyrakom. Qui d'autre? Vous souvenez-vous de quelqu'un d'autre? Oui, mais je ne me souviens pas du nom pour le moment. Eh bien, qui? Je l'ai déjà dit, mais je ne me souviens pas du nom maintenant. Bien, vous avez témoigné que de nombreux ordres d'exécution étaient signés par Müller. Est-ce correct? Oui. N'est-il pas vrai que tous ces ordres d'exécution que vous avez mentionnés? Excusez-moi, Monsieur le Président. Des documents ont été montrés aux témoins, et il est interrogé sur leur contenu. La défense ne peut pas comprendre l'accusation, car nous ne connaissons pas le contenu de ces documents. Je demande que des copies nous soient fournies. Des copies n'ont-elles pas été remises aux accusés? Oui, je les ai. Nous avons des copies. Cependant, 5 copies en allemand ont été distribuées. Très bien, la question peut être prise en compte. Témoin,
Je vous ai interrogé sur les ordres d'exécution que vous avez témoigné avoir été signés par Müller. Comprenez-vous? Oui. N'est-il pas vrai que tous ces ordres d'exécution que vous avez mentionnés, signés par Müller, ont également été signés par ordre, ou en tant que représentant, du chef de la Reichssicherheitshauptamt, Kaltenbrunner? Oui. C'était dans les copies des originaux que j'avais. Ensuite, lorsque je travaillais à Oranienburg, il était écrit au bas « 4e Müller », en tant que représentant Müller. En d'autres termes, Müller signait simplement en tant que représentant du chef de la Reichssicherheitshauptamt, Kaltenbrunner, n'est-ce pas? Je pense que oui. Et bien sûr, vous savez que Müller était un subordonné du chef de la Reichssicherheitshauptamt, Kaltenbrunner. Oui. Témoin, vous avez fait une déclaration écrite, n'est-ce pas, à la demande du ministère public? Oui. Je demande qu'on montre au témoin le document numéro PS 3868, que je présente au tribunal comme preuve documentaire USA 819. Avez-vous signé cette déclaration volontairement, témoin? Oui. Mesdames et messieurs du tribunal, nous avons cette déclaration sous serment en 4 langues. Vous avez déjà partiellement éclairé certaines des questions qui sont contenues dans cette déclaration sous serment. Par conséquent, j'omettrai certaines parties de ce témoignage. Veuillez suivre le texte pendant que je le lis. Avez-vous une copie de la déclaration sous serment devant vous? Oui. Je vais laisser de côté le premier paragraphe et commencer par le deuxième. J'ai eu des contacts constants avec l'administration des camps de concentration à partir de 1934 et j'ai servi à Dachau jusqu'en 1938. Ensuite, j'ai été l'adjoint du commandant du camp de Sachsenhausen de 1938 jusqu'au 1er mai 1940, lorsque j'ai été nommé commandant du camp d'Auschwitz. J'ai dirigé ce camp jusqu'au 1er décembre 1943. Je crois qu'au moins 2 500 000 victimes ont été exterminées là-bas par empoisonnement dans des chambres à gaz et incinération, et qu'au moins 500 000 autres sont mortes de faim et de maladie. Le nombre total de morts atteint donc environ 3 millions, soit 70 à 80% de toutes les personnes envoyées à Auschwitz en tant que prisonniers. Les prisonniers restants faisaient partie de ceux sélectionnés pour effectuer des travaux forcés dans les entreprises industrielles présentes dans les camps de concentration. Parmi les exécutés et brûlés, il y avait environ 20 000 prisonniers de guerre russes qui avaient été retirés par la Gestapo des camps de prisonniers de guerre. Ces prisonniers de guerre ont été transportés à Auschwitz par des convois militaires, par des officiers et des soldats de l'armée régulière allemande. Parmi les autres morts, il y avait environ 100 000 juifs allemands et de nombreuses personnes de nationalité, principalement juives, provenant des Pays-Bas, de France, de Belgique, de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Grèce et d'autres pays. Rien qu'à l'été 1944, nous avons exécuté environ 400 000 juifs hongrois à Auschwitz. Est-ce correct, témoin? Oui. Maintenant, je vais laisser de côté les premières lignes du 3e paragraphe et commencer au milieu du 3e paragraphe. Avant la création de la Reichssicherheitshauptamt, la police secrète d'État, Gestapo, et l'office de police criminelle du Reich étaient responsables des arrestations, des transferts vers les camps de concentration, des punitions et des exécutions dans ceux-ci. Après l'organisation de la Reichssicherheitshauptamt, toutes ces fonctions ont été effectuées comme auparavant, mais sous les ordres signés par Heydrich en tant que chef de la Reichssicherheitshauptamt. À l'époque où Kaltenbrunner était aux commandes, les ordres de détention préventive et les exécutions étaient signés par Kaltenbrunner ou Müller, le chef de la Gestapo, en tant qu'adjoint de Kaltenbrunner. Pour des raisons de précision, la dernière date du paragraphe 2 est-elle 1943 ou 1944? Je pense que c'est 1944. Est-ce la bonne date, témoin, à la fin du paragraphe 2, à savoir que 400 000 juifs hongrois ont été exécutés uniquement à Auschwitz à l'été de 1944? Est-ce 1943 ou 1944? 1944. Une partie du chiffre se réfère à 1943, seulement une partie. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact. La fin était 1944, automne de 1944. C'est exact. 4. L'extermination de masse par gazage a commencé à l'été de 1941 et s'est poursuivie jusqu'à l'automne de 1944. J'ai personnellement supervisé les exécutions à Auschwitz jusqu'au 1er décembre 1943. En raison de mon poste à l'inspection des camps de concentration de la VFFA, je sais que ces exécutions de masse ont continué comme auparavant. Toutes les exécutions de masse par asphyxie dans les chambres à gaz ont été effectuées sous l'ordre direct, la supervision
et la responsabilité de la Reichssicherheitshauptamt. J'ai reçu tous les ordres pour mener à bien ces exécutions de masse directement de la Reichssicherheitshauptamt. Témoin, ce témoignage est-il vrai et correct? Oui. 5. Le 1er décembre 1943, j'ai été nommé chef de la première division du groupe D de la VFHA. Dans ce poste, j'étais chargé de coordonner toutes les affaires qui surgissaient entre la Reichssicherheitshauptamt et les camps de concentration gérés par la VFHA. Je suis resté à ce poste jusqu'à la fin de la guerre. Paul, en tant que chef de la VFHA, et Kaltenbrunner, en tant que chef de la Reichssicherheitshauptamt, ont eu de fréquentes discussions écrites et verbales sur des questions relatives au camp. Vous nous avez déjà parlé du volumineux rapport que vous avez apporté à Kaltenbrunner, à Berlin. Par conséquent, j'omettrai le reste du 5e paragraphe. 6. La solution finale de la question juive signifiait l'extermination totale de tous les juifs d'Europe. En juin de 1941, j'ai reçu l'ordre de m'occuper de l'équipement pour leur extermination à Auschwitz. À cette époque, il y avait 3 camps d'extermination dans le gouvernement général, Belsen, Treblinka et Wolzek. Ces camps étaient subordonnés à l'Einsatzkommando de la police de sécurité et au SD. Je suis allé au camp de Treblinka pour voir comment l'extermination y était effectuée. Le directeur du camp de Treblinka m'a dit qu'il avait liquidé 80 000 personnes en 6 mois. Il s'occupait principalement de l'extermination des Juifs du ghetto de Varsovie. Il utilisait du monoxyde de carbone, mais je pensais que cette méthode n'était pas très efficace. Alors, quand j'ai installé la salle d'extermination à Auschwitz, j'ai utilisé du Zyklon B, de l'acide cyanhydrique cristallisé, que nous jetions dans la chambre de la mort par une petite ouverture. Selon les conditions climatiques de cette chambre, les gens mouraient en 3 à 15 minutes. Nous reconnaissions la mort au fait que les personnes dans la cellule cessèrent de crier. Nous attendions généralement une demi-heure avant d'ouvrir les portes pour sortir les corps. Une fois les corps sortis, nos équipes spéciales retirèrent les bagues des victimes et extrayaient les dents en or. Tout cela est-il vrai et conforme à la réalité, témoin? Oui. Au fait, que faisait-on de l'or qui était retiré de la bouche des cadavres? Le savez-vous? Oui. Dites-le au tribunal. L'or était fondu et remis au département principal de l'assainissement des SS à Berlin. 7. Une autre amélioration que nous avons apportée par rapport au camp de Treblinka était que nous avons construit notre chambre à gaz de manière à ce qu'elle puisse contenir 2000 personnes à la fois, tandis qu'à Treblinka, les 10 chambres à gaz pouvaient accueillir 200 personnes chacune. Nous sélectionnions les victimes de la manière suivante. À Auschwitz, 2 médecins de garde examinèrent les prisonniers arrivant par convoi. Les prisonniers étaient envoyés à l'un des médecins qui prenait immédiatement une décision sur place. Les aptes au travail étaient envoyés au camp, les autres étaient immédiatement envoyés aux usines d'extermination. Tous les jeunes enfants étaient exterminés, car ils ne pouvaient pas travailler. Une autre amélioration que nous avons introduite par rapport à Treblinka. À Treblinka, les victimes savaient toujours qu'elles allaient mourir. À Auschwitz, les victimes pensaient qu'elles allaient être désinfectées. Bien sûr, elles devinèrent souvent nos véritables intentions et des émeutes et des difficultés survenèrent parfois. Très souvent, les femmes tentaient de cacher leurs enfants sous leurs vêtements, mais bien sûr, quand nous étions à Auschwitz, les victimes pensaient qu'elles allaient être désinfectées. Une fois découvertes, nous les envoyions dans les chambres d'extermination. Nous avons été ordonnés de mener à bien toute cette extermination en secret, mais l'odeur horrible et nauséabonde de la combustion constante des corps imprégnait toute la zone, et toute la population vivant dans les environs savait que l'extermination était en cours à Auschwitz. Dites-moi, témoin, tout cela est-il correct et conforme à la réalité? Oui. Je vais maintenant passer les paragraphes 8 et 9, qui traitent des expériences médicales sur lesquelles vous avez déjà témoigné. Je vais passer au paragraphe 10. Rudolf Mildner était le chef de la Gestapo à Katowice, d'environ mars 1941 jusqu'en septembre 1943. En tant que tel, il envoyait souvent des prisonniers à Auschwitz pour leur incarcération ou leur exécution. À plusieurs reprises, il s'est rendu lui-même à Auschwitz. Le tribunal de la Gestapo et le Standgericht des SS, qui jugeaient des personnes accusées de divers délits, tels que l'évasion de prisonniers de guerre, etc., siégèrent souvent à Auschwitz. Et Mildner assistait fréquemment au procès de ces personnes, qui étaient généralement exécutées à Auschwitz après avoir été condamnées. Je montrai à Mildner tout le complexe d'extermination d'Auschwitz. Il s'y intéressait directement, car il devait envoyer des Juifs de son territoire pour être exterminés à Auschwitz. Je comprends l'anglais comme indiqué ci-dessus.
La déclaration qui précède est correcte. Cette déclaration a été faite volontairement et sans contrainte. Je l'ai signée après l'avoir lue le 5 avril 1946 à Nuremberg. Je vous demande maintenant, témoin, si ce que j'ai lu est correct pour vous? Ouais. Cela conclut mon contre-interrogatoire, sauf un point que nos alliés britanniques souhaitent soulever, à savoir un résumé des points que j'ai présentés au début du contre-interrogatoire. Ce sera la copie numéro USA 810. Il s'agit d'un résumé des copies précédentes relatives au Waffen-SS au début de mon interrogatoire. Et si je comprends bien, Monsieur le Président, la délégation soviétique ainsi que la délégation française ont une ou deux questions qu'elles jugent importantes pour leur pays et qu'elles souhaitent poser à ce témoin. Général Rudenko, vous vous rappellerez que le représentant du ministère public a assuré au tribunal qu'en ce qui concerne les témoins, à l'exception d'un ou deux accusés en particulier, le ministère public ne procéderait qu'à un seul contre-interrogatoire. Et maintenant, après cette garantie, c'est la deuxième fois que le ministère public demande plus d'un contre-interrogatoire. C'est exact, Monsieur le Président, que le ministère public a fait cette déclaration au tribunal à l'époque. Mais le ministère public s'est réservé le droit de le faire lorsque cela est nécessaire, car les procureurs présents ici représentent 4 pays et lorsque cela est nécessaire, chaque procureur a le droit d'interroger l'accusé ou un témoin sur des questions qui nous concernent. Je peux informer, Monsieur le Président, que nous sommes intéressés par un certain nombre de questions liées spécifiquement à l'extermination de citoyens soviétiques, des millions de citoyens soviétiques et certains détails concernant cette extermination. Au nom de la délégation française, j'aimerais poser 2 ou 3 questions relatives aux documents qui ont été présentés au tribunal dans le livre de documents du ministère public français numéro F709. A. Dans le but de clarifier ladite documentation. C'est tout. Mais ces questions sont très importantes pour nous. Témoin, dans la déclaration sous serment qui a été lue maintenant, vous avez dit au paragraphe 2 que au moins 2 millions de plus sont morts de faim et de maladie. Je vous demande, quand cela s'est-il produit? Était-ce vers la fin de la guerre ou avez-vous observé ce fait même avant? Colonel Pokrovski, le tribunal a déjà déclaré, ayant ordonné avec le consentement des procureurs, qu'en ce qui concerne les témoins, il n'y aurait qu'un seul contre-interrogatoire. Il n'y a rien dans le statut qui autorise expressément l'accusation à permettre à chaque procureur de contre-interroger les témoins. Et d'autre part, il y a l'article 18 qui ordonne au tribunal de prendre des mesures strictes pour prévenir toute action pouvant entraîner un retard déraisonnable. Et selon le tribunal, dans ce cas, le sujet est entièrement couvert et par conséquent, le tribunal estime qu'il a le droit de suivre les règles qu'il a établies dans ce cas. Par conséquent, il n'entendra pas d'autres questions supplémentaires. Dr Kaufmann, souhaitez-vous un nouvel entretien? Je serai très bref. Non. Tout remonte aux dernières années de la guerre. C'est à partir de la fin de 1942. Au paragraphe 3, avez-vous une déclaration sous serment? Au paragraphe 3, avez-vous une déclaration sous serment? Puis-je demander qu'on la redonne aux témoins? Au paragraphe 3, à la fin, vous déclarez que les ordres de détention préventive, de renvoi, de punition et d'exécution spéciale étaient signés par Kaltenbrunner ou Müller, le chef de la Gestapo, en tant qu'adjoint de Kaltenbrunner. Voulez-vous donc contredire ce que vous avez déclaré précédemment? Non, cela complète simplement ce que j'ai dit à maintes reprises. Je n'ai lu que quelques ordres de Kaltenbrunner. La plupart étaient signés par Müller. Au paragraphe 4, à la fin, vous déclarez « Toutes les exécutions de masse par gaz ont été menées sous ordre direct, sous la supervision et la responsabilité de la Reichssicherheitshauptamt. J'ai reçu des ordres pour mener des exécutions de masse directement de la Reichssicherheitshauptamt. » Selon les déclarations que vous avez faites auparavant devant le tribunal, toute l'action vous est parvenue de Himmler par l'intermédiaire d'Eichmann, qui avait une commission personnelle. Dites-vous la même chose maintenant que précédemment? Oui. Au paragraphe 7, à la fin, vous déclarez, je ne vais pas le lire, que bien que les exterminations aient été menées en secret, la population environnante remarquait quelque chose à propos de l'extermination des personnes. Au début, c'est-à-dire avant le début de cette action spéciale d'extermination, est-ce que quelque chose de cette nature s'est produit à Auschwitz pour éliminer les personnes qui étaient mortes de manière habituelle? Oui, quand le crématoire n'avait pas encore été construit, nous brûlions dans de grandes fosses principalement ceux qui étaient morts et qui ne pouvaient pas être brûlés dans le crématoire temporaire du camp. Un grand nombre, je ne me souviens pas du nombre,
étaient placés dans des fosses communes et plus tard également brûlés dans ces fosses. Cela s'est produit avant que les exécutions de masse de Juifs ne commencent. Seriez-vous d'accord avec moi si je disais que seulement à partir des faits décrits, on ne peut pas prouver de manière concluante qu'il s'agissait de l'extermination des Juifs? Non, il n'y a aucun moyen d'arriver à cette conclusion. La population... Quelle est votre question? Ma question est de savoir s'il est possible de déduire des faits prouvés, à la fin du paragraphe 7, qu'il s'agissait de l'extermination des Juifs. Je relis cette question à la réponse précédente du témoin. C'est ma dernière question. La dernière phrase du paragraphe 7 en référence aux cendres et à l'odeur répugnante. La population aurait-elle pu se rendre compte par ces et choses qu'il y avait une extermination de personnes? N'est-ce pas la question la plus évidente, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas savoir qui était exterminé. J'en ai assez entendu. Je n'ai plus de questions. Je demande la permission du tribunal de poser quelques questions supplémentaires parce que pendant le contre-interrogatoire, le témoin a déclaré que l'accusé Frick a visité les camps de concentration de Sachsenhausen et Oranienburg en 1938. Témoin, lors de l'inspection du camp de concentration d'Oranienburg, en 1937-38, y avait-il des preuves d'atrocité? Non, Pourquoi pas? parce qu'à cette époque, il n'était pas question d'atrocité. Il est vrai qu'à cette époque, le camp de concentration d'Oranienburg était un modèle d'ordre et que l'occupation principale était la production agricole. Oui, c'est exact. Cependant, le travail était principalement effectué dans des ateliers, notamment des ateliers de menuiserie. Pouvez-vous me donner des détails sur ce qui a été montré lors de cette visite officielle? Oui. Le groupe de visiteurs s'est vu montrer le camp en lui-même, les chambres, la cuisine, l'hôpital, puis tous les bâtiments administratifs, en particulier les ateliers où travaillaient les prisonniers. À cette époque, les logements et les hôpitaux étaient-ils déjà pleins? Non, ils étaient normalement pleins à ce moment-là. À quoi ressemblaient ces logements? À cette époque, les logements étaient comme les baraquements des camps d'entraînement. Les prisonniers avaient de la literie et les articles d'hygiène nécessaires. Tout était encore en meilleur état. C'est tout. Je n'ai plus de questions. Témoin, quel était le plus grand nombre de camps de travail qui existaient à cette époque? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais mon estimation était d'environ 900. Quelle était la population de ces 900 camps? Je ne peux pas non plus le dire. La population variait. Il y avait des camps avec 100 prisonniers et des camps avec 10 000 prisonniers. Par conséquent, je ne peux pas donner de chiffres sur le nombre total de personnes utilisées dans les camps de travail. Sous l'autorité de quel département étaient placés les camps de travail? Ces camps de travail, en ce qui concerne les gardes, la gestion et les vêtements, étaient sous le contrôle du département de l'administration générale. Toutes les questions relatives à la productivité du travail et à l'approvisionnement alimentaire étaient prises en charge par l'industrie de l'armement qui utilisait ces prisonniers. Et à la fin de la guerre, les conditions dans ces camps de travail étaient-elles similaires à celles qui existaient dans les camps de concentration tels que vous les avez décrits précédemment? Oui. Comme il n'était plus possible de transférer les prisonniers malades dans les camps principaux, il y avait un très grand surpeuplement dans ces camps de travail et le taux de mortalité était très élevé. Le témoin peut se retirer.